Oui, c'est en partant d'un constat, c'est que communément on parle du monde arabe, et l'expression n'est pas totalement dénuée de fondement en réalité, puisque c'est une région dans laquelle on retrouve une religion commune, une langue commune, une histoire commune, un héritage culturel commun, une sorte d'arabité, bien que le mot ne soit pas très précis. Pour autant, quand on se penche un peu plus sur ces définitions, on constate qu'aucun des facteurs en question n'est véritablement unificateur, notamment la langue. Bien sûr, il y a la langue arabe littérale, mais pour autant, un Marocain qui aujourd'hui va se rendre au Yémen ne se fera pas comprendre aisément, même si nous savons que dans les médias, dans le langage politique, il y a une sorte d'arabe médian qui est compréhensible par tout le monde qui s'est mis depuis un peu en place. Pour autant, on ne peut pas parler d'une locution aisée dans toute partie des mondes arabes. Pour la religion, de la même façon, si bien évidemment la religion musulmane est majoritaire, cela n'empêche qu'elle est divisée en deux grandes branches, le sunnisme et le chiisme. Au sein du sunnisme, il y a différentes écoles, bien différentes les unes des autres et parfois en concurrence. Et puis, il y a des religions hétérodoxes qui sont issues de l'islam, comme les Druzes, comme les Alaouites par exemple, et qui sont partie importante au processus politique et religieux actuellement dans cette partie du monde. Le monde arabe, par ailleurs, ce n'est pas un monde qui est unifié au niveau ethnique. Il y a notamment les Kurdes, il y a aussi les Berbères qui sont des composantes pour les premiers en Syrie, en Irak, et puis dans des pays non arabes aussi, bien sûr, la Turquie et l'Iran. Les Berbères, principalement en Afrique du Nord, qui sont des composantes importantes de la population, et en termes démographiques, mais aussi en termes, bien sûr, culturels. Il y a autre chose, c'est le niveau géographique. Il y a le Maghreb, l'Afrique du Nord, il y a le monde nilotique, il y a le Mashrek, il y a les pays du Golfe, et tous ces ensembles géographiques et géopolitiques ne sont pas réductibles l'un à l'autre. Enfin, il y a probablement aussi d'immenses différences économiques, car si on se penche uniquement sur le produit intérieur brut par habitant, eh bien on constate qu'au Qatar, le PIB par habitant, il est d'un peu plus de 70 000 $, alors que dans des pays comme le Soudan, il avoisine les 800 $. Donc là encore, il y a bien sûr d'énormes différences. Enfin, et dernière chose, au niveau politique, on nous parle parfois de la Ligue des États arabes, mais c'est un leurre. La Ligue des États arabes, c'est en fait une sorte de structure totalement bureaucratisée. C'est une machine à produire des communiqués, lénifiants en général, mais qui ne reflètent aucunement une quelconque unité politique des mondes arabes. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense plus pertinent d'utiliser le pluriel pour décrire la réalité multiple de cette région du monde. Malheureusement, pas au niveau des espoirs qui avaient été fondés au début des processus de contestation il y a juste 10 ans. Parce que les trois grandes revendications qui émergeaient de ces mouvements de contestation, à savoir l'égalité sociale, la justice sociale, la deuxième c'était la revendication démocratique, avoir des régimes moins autoritaires, moins autocratiques, et enfin, la dernière revendication qui surgissait dans toutes ces manifestations, c'était très important, c'était la dignité, la revendication de la dignité. Aucun de ces espoirs n'a pu se concrétiser. Les disparités sociales ne se sont pas réduites. La démocratie n'est pas au rendez-vous de l'agenda politique de la plupart des États arabes. Et la dignité, ma foi, est souvent bafouée et foulée aux pieds par les régimes en place. Donc en réalité, à part la fragile expérience tunisienne et d'un autre point de vue, le processus de transition actuellement en œuvre au Soudan, la plupart des autres expériences sont fort négatives. Partout, la répression et les appareils de répression se sont déchaînés contre ces mouvements de contestation. Nous avons des États faillis, je pense notamment au Yémen, à la Libye et bien sûr à la Syrie.
Au Liban, pour d'autres raisons qui ne sont pas militaires, mais là aussi nous sommes dans une situation où l'État libanais est proche de la rupture en termes économiques et sociaux. Donc, ma foi, la situation n'est pas brillante, c'est le moins qu'on puisse dire, et je n'ai pas évoqué les multiples guerres civiles, conflits armés qui se sont multipliés au cours des dernières années. Donc tout cela n'est pas très positif en termes de bilan, et puis bien sûr, pour les États qui n'ont pas été touchés par les mouvements de contestation, je pense notamment aux États arabes du Golfe, eh bien à part quelques réformettes très cosmétiques, il n'y a pas eu d'évolution. Pour autant, au-delà de ce tableau qui ne prête guère à l'optimisme, je pense qu'il n'y a pas raison non plus de se désespérer, qu'il n'y a pas de fatalité, contrairement à ce que certains prétendent, que décidément il y a une antinomie structurelle entre processus de démocratisation et mondes arabes. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. La preuve, c'est que la séquence politique qui a été ouverte il y a juste 10 ans, eh bien, elle n'est pas refermée. Et nous avons constaté il y a 1 an et demi, en 2019, une réplique des mouvements de contestation dans de nombreux pays de la région, en Irak, en Algérie bien sûr, au Soudan, je l'ai déjà évoqué, et puis au Liban. Et donc je pense que cette séquence politique, elle n'est pas refermée. Nul ne sait comment elle pourra se dénouer en définitive, bien sûr, mais les enjeux, les contradictions sont tellement fortes qu'il y aura, j'en suis certain, d'autres mouvements de contestation. Le véritable problème qui se pose, c'est que même en 2019, quand il y a eu résurgence d'un certain nombre de mouvements de contestation, ils n'ont pas non plus donné les résultats escomptés. Donc la grande question, peut-être la principale question, c'est celle de l'alternative politique ou des alternatives politiques qu'il reste à construire, qui ne sont pas en place. Et évidemment, c'est tout bénéfice pour les États et les gouvernements et les régimes en place. Mais pour autant, il n'y a pas de raison de désespérer. Et je suis pour ma part intimement convaincu que la séquence ouverte il y a 10 ans n'est pas refermée, elle ne le sera pas de sitôt. C'est une question bien compliquée. Moi, je l'appelle souvent la zone sismique des relations internationales, par la multiplicité des crises, des conflits qui s'y déroulent et qui s'y déclinent. Nous savons que par ailleurs, les ressources en hydrocarbures sont pas uniquement concentrées dans les mondes arabes, mais quand même principalement. Donc pour ces deux raisons, cette région devrait être au centre des relations internationales. Mais il n'en est rien. C'est qu'en réalité, cette région du monde, elle est plutôt passive. Elle se démène, essaye de se dépêtrer de ses convulsions internes sans arriver à percer véritablement en termes de propositions positives sur l'échiquier des relations internationales. Et puis, par ailleurs, nous savons que les grandes puissances sont toutes peu ou prou intéressées à ce qui se déroule dans cette partie du monde. Alors avec un mouvement évidemment paradoxal mais très intéressant, c'est qu'on assiste à un désengagement relatif, je le souligne, des États-Unis. Je ne pense pas du tout que les États-Unis, ni avec Obama, ni avec Trump, ni désormais avec Biden, ne sont prêts à abandonner cette région du monde. Elle est trop importante pour une série de raisons, notamment politiques. Que, à contrario, la Chine, de façon très prudente et très méthodique, comme à leur habitude, eh bien, s'intéresse de plus en plus à la région, mais pour l'instant, pour des raisons essentiellement et principalement économiques, ne voulant pas s'ingérer dans les convulsions politiques, ce qui est très prudent de leur part. Et puis, nous avons assisté au cours des dernières années à un retour assez significatif du poids de la Russie dans la région, poids relatif mais poids réel, parce que la Russie a développé une politique qui la pousse à dialoguer, à avoir des contacts avec tous les interlocuteurs dans la région, sans aucune exception. Donc on voit que c'est un enjeu de politique internationale sans que malheureusement les acteurs locaux, régionaux ne puissent eux-mêmes véritablement peser. Et on a l'impression qu'en réalité c'est le règne du chacun pour soi. On le voit ces dernières semaines dans les processus de formalisation des relations avec Israël, où les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc, le Soudan, chacun de leur côté, essayent de normaliser les relations avec Israël sans aucune vue d'ensemble désormais. Donc évidemment, c'est une des raisons supplémentaires pour laquelle je ne pense
pas judicieux de parler du monde arabe, mais qu'encore une fois, pour des raisons politiques, il faut parler des mondes arabes. Ce que l'on peut souhaiter, c'est qu'évidemment cette région s'affirme enfin sur le champ international, qu'elle puisse y jouer un rôle à la fois autonome et décisif. Pour autant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je pense que ces questions pourront se poser dans peut-être une dizaine d'années, mais pas avant.